Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, le sujet est un peu moins tech que d'habitude, on va se concentrer sur la gestion de projet en informatique. Alors aujourd'hui avec moi j'ai mes deux acolytes, il y a Arthur. Bonjour. Il y a Philippe. Bonjour. Et on a deux invités, les guests exceptionnels qui font leur première dans ce podcast. On a Olivier tout d'abord. Bonjour. Et Bertrand. Bonjour. Salut, bienvenue à tous les deux. Alors je voulais juste vous présenter en 2-3 mots pour dire un peu qui vous êtes, Bertrand. Eh bien bonjour, moi je suis effectivement plutôt un pilote, un gestionnaire de projet, un peu moins dans les notions tech que le reste de l'équipe. Mais voilà, c'est mon domaine aujourd'hui. Et Olivier. Et donc moi, j'interviens chez Axe Open en tant que directeur général et c'est surtout la particularité d'avoir 25 ans d'expérience dans notre grand et beau métier qu'est le service informatique. D'où le super guest, c'est toi. Alors on va commencer par, comme d'habitude, par poser les bases. Juste une petite blague, il y a juste Arthur qui sourit, c'est la première fois qu'autour de la table on est autant de personnes qui ont des cheveux blancs. Là je sais pas. Qu'on est autour de la table tout court, c'est ça. On cumule l'année d'expérience, Arthur, c'est impressionnant. On a une addition d'âge qui est impressionnante. On vous montrera une photo, ça va être sympa. Donc on va commencer par poser les bases comme d'habitude. Donc on va parler donc de gestion de projet informatique, je l'ai dit. Donc qu'est-ce qu'on entend en fait, qu'est-ce qu'on met derrière le terme gestion de projet en très large. Bertrand, je vais te laisser entamer sur le sujet. De façon très simple, quand on a un projet, c'est qu'on cherche à répondre à des besoins et obtenir des résultats à l'issue d'une certaine phase de réalisation. Donc c'est ce qu'on appelle le projet. Et donc, de faire de la gestion de projet, c'est mettre en place toute l'organisation et voilà, toutes les méthodes qui vont bien pour amener chacune de ces phases à bien. Ok. Et donc, aujourd'hui, nous, on va se concentrer principalement donc, sur la gestion de projet informatique. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière projet informatique en très large ? C'est vrai qu'on va se concentrer sur les solutions qui sont des solutions informatiques. Donc, répondre à des besoins qui sont des besoins informatiques, tout simplement. Du coup, c'est plutôt du développement d'appli sur mesure, donc que ce soit web mobile, de toute façon, c'est pareil. Je crois que, encore une fois, si on prend 2 secondes de recul par rapport au sujet, c'est de se remettre dans une logique de dire on délivre un projet, quel qu'il soit, et en informatique, on n'a rien inventé, on a réutilisé des grands principes de ce qui existait historiquement dans le bâtiment ou dans d'autres corps de métier, et pour délivrer, comme disait Bertrand, on time et on budget, c'est-à-dire dans le temps imparti et dans ce qu'on avait imaginé en termes de planning et dans le montant de ce qu'on avait imaginé. Donc c'est vraiment ça, et c'est de faire concourir toutes les tâches pour arriver à délivrer dans le bon tempo et le projet tel qu'on l'avait imaginé. Ok. Et voilà, quel que soit le projet, en fait, on va être sur ces activités-là, quelle que soit la technologie, quelle que soit la solution, quelle que soit la taille des équipes, etc. C'est les mêmes réflexions. Okay. Et donc la particularité d'un projet informatique, il y a qui comme acteur type de manière générale ? Chez Axe Open, on a souvent la tendance, nous, plutôt, comme on est des hommes de développement, à imaginer que le gros du projet, il y a des développeurs. D'accord. Mais on a aussi dans des projets, dans tout projet informatique, il y a des phases de conception, donc des gens qui imaginent les solutions. On a des phases d'architecture avec des gens qui imaginent le design complet de la solution. Et avant de rentrer dans des phases de réalisation, et suite à ça, on a un certain nombre de recettes derrière. Donc là, souvent, on implique des gens du métier. Donc, la gestion de projet, c'est ça, c'est d'arriver à faire fonctionner tous ces corps de bâtiments, si jamais on était dans le bâtiment ou des corps de métier, à fonctionner ensemble pour arriver à délivrer le projet attendu. Donc, on a effectivement tous les typologies. Et quand on regarde aujourd'hui les noms des gens ou les types de ressources dont on a besoin, on utilise vraiment beaucoup à tout ce qui est fait dans le domaine de la construction. Ok, vous qui le voyez depuis 20, 30 ans, est-ce que la gestion... Ah ouais. Quand même. Ah, ça calme, hein. Ça calme, on dirait que ça pose. Est-ce que la gestion de projet en informatique, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ou est-ce qu'on est encore... Alors, est-ce que ça a beaucoup évolué? La réponse est oui. Mais ça a évolué au même titre que l'informatique. C'est-à-dire que
20 ans en arrière, si on faisait pas un grand projet ou des grands chantiers ou comme des grands programmes de plusieurs milliers de jours, on faisait pas de projet, quoi. Donc c'était des gros trucs pharaoniques qui souvent arrivaient pas complètement à l'heure, pas vraiment dans le budget et qui étaient assez loin de ce qu'on avait imaginé au départ. Un peu dans le bâtiment, un peu pareil. Un peu comme les grands travaux dans le bâtiment. Alors, tu as raison, c'est exactement ça. C'est exactement comme les grands travaux, etc. Et donc on avait des méthodologies qui étaient adaptées à ça. C'est-à-dire qu'on avait des bons vieux systèmes avec, pour les plus anciens, des bons vieux cycles en V, etc. En termes de développement. Et on était dans une mécanique qui fonctionnait plutôt pas mal, mais on était sur des temps très longs. C'est-à-dire qu'on travaillait des projets, ça durait 12, 18 mois, etc. Et en fait, avec l'évolution de l'informatique et des besoins, on n'est plus du tout dans ces mécaniques-là. Et on s'est retrouvé à avoir des projets qui sont plus courts. Plus personne se lance dans des projets pharaoniques en un seul bloc. On a plutôt tendance à les découper en petits morceaux. Et on n'a plus du tout la même notion d'espace-temps qu'on pouvait avoir par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais plus un grand client qui partirait de manière monolithique avec un projet de 18 mois à 2 ans en disant j'ai pas de livrable intermédiaire et on y va pendant 6 mois à faire de la conception ou de l'architecture et puis après, etc. Et on va, pour terminer par des phases de développement. On a complètement segmenté, la réaction et l'attente des clients est complètement différente, c'est-à-dire qu'ils veulent des produits beaucoup plus rapides. Et puis en plus, on est dans une ère qui a un peu changé, c'est-à-dire que nos projets informatiques dans le temps étaient développés pour 30 ans, ça fait un peu vieux con quand on dit ça, mais maintenant on est plutôt dans une logique du on teste, on voit si ça fonctionne, on utilise le code tel qu'il l'est imaginé, et puis on enrichit d'applis de fonctionnalités diverses et variées, tout à fait. Donc ça a aussi beaucoup influencé les méthodologies, mais Bertrand en reparlera, des méthodos qu'on peut utiliser pour conduire ces projets-là, et on n'a plus les mêmes attentes et les mêmes modes de fonctionnement, quoi. Du coup, si on peut directement peut-être embrayer sur comment est-ce qu'on fait un projet un petit peu, donc peut-être plus sur la méthode. Donc tu l'as dit, les cycles en V, c'est bel et bien terminé. Encore une fois, faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Ouais. Il y a des sujets dedans qui ont été faits, qui étaient super bien. C'est vrai que la structuration qu'on retrouve dans les cycles en V, de bien savoir dans quelle phase on se trouve, pourquoi on fait telle ou telle tâche, etc. C'est vraiment un bel apport qu'on a sur ces méthodes, on va dire, historiques. Depuis, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les notions de méthodes agiles. Donc les méthodes agiles, elles amènent finalement des réponses sur des sujets qui sont plus courts, plus détaillés, plus fins, etc. Donc on a des mécanismes où on fait de l'itération, donc on fait une première version, si elle marche bien, on la conserve, on l'enrichit, etc. Donc on est vraiment dans ces réflexions-là, ces façons de faire. Mais pour autant, aujourd'hui, les projets informatiques, ils n'ont pas fait le choix de faire soit l'un, soit l'autre. On est aujourd'hui dans une époque où on fait plutôt un bon mix au niveau de chacun de nos projets sur ces méthodologies. Donc on va dire, on va prendre le meilleur des deux mondes en fonction de l'objectif qu'on s'est donné pour chacun des projets. Après, il y a des sujets qui ont été tirés à travers l'expérience, et je pense que Bertrand pourra en reparler, c'est toute la partie gestion des risques. En fait, pour un patron de projet informatique ou un patron de projet quel qu'il soit, la problématique, c'est d'anticiper des risques potentiels et comment j'arrive à couvrir ces risques-là. Oui, tu as mis le doigt sur la vraie question, en fait. Pour moi, c'est vrai que quand on parle de gestion de projet, quelle que soit la méthodologie qu'on va aborder, le tout, c'est de vraiment faire une vraie analyse de risque. En fait, quelque part, piloter un projet, gérer un projet, c'est de faire une analyse de risque. Savoir gérer ces risques-là, savoir comment on va y répondre. Donc, c'est beaucoup faire de l'anticipation, beaucoup imaginer ce qui va se produire, faire du prévisionnel, et quelque part mettre en place les actions préventives qui nous permettent de faire en sorte que le projet arrive au bout tel qu'on l'a imaginé. Donc, il peut y avoir plein d'aspects là-dessus. Et notamment, construire un planning, ça fait partie de la gestion des risques. C'est savoir comment est-ce qu'on le construit pour qu'on n'ait pas de risque de dérapage sur un chemin critique. Mettre en place une méthodologie, c'est également de la gestion des risques. C'est quelle méthodologie je vais mettre en place pour faire en sorte qu'on ait les meilleurs résultats et que l'équipe soit la plus performante possible. Et donc, on va poursuivre comme ça. Comment est-ce que je vais gérer mes ressources au niveau du projet, qui je vais mettre, quelles compétences, etc. C'est aussi de la gestion des risques. Donc voilà, c'est un peu la base. Pour moi, gérer un projet, c'est correctement gérer les risques du projet. D'accord. Et si on se place un peu du coup côté déroulement de projet, on va le faire un peu dans l'ordre. Du coup, tu parlais de la gestion des risques. Donc, typiquement, avant de commencer un projet, on va avoir plusieurs prérequis. Enfin, on va commencer. Enfin, le projet commence bien avant les développements au final. Donc, c'est quoi les prérequis pour commencer un projet ? Comment est-ce que tu vas commencer à anticiper cette gestion de risque et
et la Je construction. dirais que malheureusement, même si les projets devraient commencer bien avant les développements, on met souvent les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous couvert de méthode agile, on a souvent tendance à vouloir démarrer les développements très rapidement pour dire qu'on est capable de délivrer, qu'on est capable de livrer des choses au métier. Et en fait, souvent, il n'y a pas la réflexion en amont qui a été faite. Alors moi, j'ai pas eu la chance, comme Olivier, d'avoir connu le cycle en V, étant trop jeune, mais il y a une certaine dose de fantasme de mon côté de me dire qu'il y a une époque, il y a peut-être eu une époque, une belle époque, une grande époque, où on avait la possibilité de se projeter sur 18 mois, sur 24 mois, et on avait des specs bien écrites, claires et concises. Mais c'est sûrement un fantasme. Des specs. Le rêve de tout développeur. Le rêve de tout développeur. Ça existait. Il y avait des cahiers de spécifications, etc. Ça fait un peu, ça rajeunit. Maintenant, entre guillemets, on développait des applications qui allaient durer 30 ans. On n'était plus du tout dans les mêmes cinématiques que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, mais les cahiers de spec étaient effectivement, des cahiers de recettes étaient aussi un des éléments incontournables à faire. Voilà. Aujourd'hui, vous faites quand même des specs, enfin un minimum quand même. Oui, et puis pour répondre à Philippe, c'est vrai que les fantasmes qu'on avait à l'époque, c'était pas les mêmes. On va dire que quand on avait effectivement ces projets de 18 mois, si un client voulait un peu changer de braquet, ajouter une évolution au milieu, on lui disait qu'il fallait attendre au moins 6 mois avant qu'on puisse analyser son besoin et qu'on verrait après si c'est envisageable de l'intégrer. Donc c'était pas... Il n'y a rien de... C'était mieux avant. Non, c'est ni tout noir ni tout blanc. Il y a toujours du gris un peu de partout sur ces aspects-là. Et après, est-ce que, répondre à ta question, Camille, est-ce qu'il y a des specs aujourd'hui? Oui. Enfin, est-ce qu'il y a des specs, mais plus légères. Les specs sont beaucoup plus légères. 2, on se met d'accord, je pense, sur des grands concepts et des grandes fonctionnalités. Et après, on va beaucoup plus vite dans la notion de développement. Mais les méthodes les outils de développement sont plus les mêmes non plus. Enfin, je veux dire, vous pouvez très très vite, à partir d'un bout de spécification, faire un développement rapide et montrer à vos utilisateurs en disant est-ce que ça te va. C'est vrai qu'on est beaucoup plus dans ces mécaniques-là aujourd'hui, c'est-à-dire que on va pas chercher à entièrement questionner l'utilisateur ou le client sur l'ensemble des fonctionnalités qu'il va avoir, tous les détails, etc. C'est très compliqué pour lui de tout imaginer, de rien oublier, alors que finalement, avec, comme tu le disais, Olivier, avec les outils d'aujourd'hui, on peut très rapidement lui faire des maquettes ou des applications qui sont au moins dans une version V0.1 et le faire réagir par rapport à ça, c'est beaucoup plus efficace, on obtient beaucoup plus rapidement un résultat et quelque part ça simplifie la tâche de l'utilisateur, du coup il a une meilleure satisfaction de son côté, ça c'est certain. Je pense, comme disait Olivier tout à l'heure, je pense que le rapport au temps est différent. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, un porteur de projet, il peut pas se permettre de dire que pendant 24 mois, il va rien se passer et que dans 24 mois, ça arrive. Oui. Parce que pendant 24 mois, il sera peut-être même plus dans ce poste, il aura changé d'entreprise, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, les délais, c'est plutôt de l'ordre de quelques mois sur lesquels on est censé s'aligner. Et donc, on préfère avoir déjà une première version qui nous donne une première étape tout de suite, plutôt que d'attendre 6 mois pour avoir une solution complète, c'est clair et net. Et il se rajoute à ça un impératif catégorique technologique qui fait que tous les frameworks, toutes les technos sont alignés sur des cycles de vie d'environ 6 mois. Et de toute manière, in fine, on est obligé de suivre ces cycles de vie-là. Peut-être que dans 24 mois, la techno n'existera plus. Et donc, faut vite. On ne peut pas dire ça à tous les clients, mais c'est possible. Faire les bons choix techno, c'est important. Et effectivement, du coup, l'analyse de risque va nous faire dire qu'on ne va pas au-delà d'un planning de 6 mois et qu'il faut faire en sorte d'avoir des solutions qui sortent rapidement. Donc, en amont du projet, tu vas faire une première analyse de risque, on va se mettre d'accord sur des specs et ensuite on rentrera plus dans... Pour reprendre l'introduction que nous faisait Olivier tout à l'heure, effectivement, on a quand même toujours un peu les mêmes étapes qui se produisent, même si elles sont plus ou moins courtes aujourd'hui. Avant de démarrer le projet, on va se dire qu'il y a une idée de projet, on a une idée d'un besoin auquel il faut répondre, il faut obtenir des résultats. Donc déjà, ça c'est cette étape de préétude. Et ensuite, on va quand même se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va répondre à ce besoin. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme type de solution, jusqu'où on va aller, au moins se donner les grandes lignes de ce qu'on souhaite mettre en place. Si on n'est pas un minima d'accord sur ces aspects-là, on est certain de se planter parce qu'en fait, le client va imaginer quelque chose, on va imaginer quelque chose d'autre. La confrontation des deux va pas être fabuleuse. Donc voilà, il faut quand même être relativement clair quand on se lance sur un projet, sur ce qu'on va faire, comment on va le faire, jusqu'où on va aller. Et tout ça, c'est des éléments qu'on doit savoir mesurer, très simplement. Donc tant de pages, tant de règles de gestion, voilà les éléments qu'il faut mettre en place, il y a telle interface. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, on peut se lancer et normalement ça se déroule bien. Et côté du coup plutôt gestion, organisation, etc.,
comment tu vas t'y prendre avec le client pour dire qui doit être impliqué comme utilisateur, ça se fait comment? C'est toute la discussion amont, c'est une phase que moi j'appellerais le cadrage du projet. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment discuter avec le client. Ça se fait aussi parfois directement au sein de travaux d'avant-vente pour répondre à un appel d'offres. Donc c'est là où on va finalement se mettre d'accord quelque part avec le client sur la façon dont on va répondre à son besoin. Si on est aligné, on met en place la méthodologie, l'organisation qu'on a proposée. Ok. Est-ce que tu mets derrière organisation, etc., c'est des codir, des choses comme ça, des points Peut-être à plusieurs choses, je crois. Il y a un élément important que disait Bertrand en introduction, c'est le rôle des uns et des autres. Je pense qu'il faut effectivement très très vite, à démarrage de tout projet, savoir qui va faire quoi, quelle va être son attribution, quelle va être sa fonction, est-ce que c'est lui qui va être le garant des spécifications, est-ce que c'est lui qui va, etc. etc. Après, tout le rôle du chef de projet va être de faire interagir tout ce petit monde avec des règles de gouvernance qui soient les plus simples et les plus claires possibles. Alors, on a beaucoup, dans la littérature autour de tout ce qui est en gouvernance en méthode agile, il y a beaucoup de littérature autour du rôle des uns et des autres. Donc, on peut être très jusque boutiste là-dedans, appliquer une méthode très, très stricte. Je crois qu'il faut revenir à des bons vieux fondamentaux du qui fait quoi, quand est-ce qu'on se réunit, comment on le fait, à quel moment, quelle fréquence, qu'est-ce qu'on a comme relevé de décision, quelles sont les actions à faire derrière, et quand on découvre qu'on note des risques, effectivement, comment on fait pour les couvrir. Mais je crois que ce qu'on a gagné avec avec des méthodologies dites agiles ou itératives, c'est on a gagné énormément en pragmatisme, ce qu'on avait un peu perdu avec les grosses vieilles méthodes qui nous amenaient à tirer des très très gros projets, quoi. Donc aujourd'hui, on a des projets beaucoup plus mesurés, beaucoup plus humains, qu'on peut à quelques-uns piloter, et c'est ce qui amène aussi ce pragmatisme les meilleurs résultats. Et je rebondis, moi je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure juste plus humain, je pense que c'est vrai, c'est-à-dire aussi la taille des équipes a fortement réduite. C'est-à-dire sur un projet, maintenant c'est assez rare de retrouver des équipes avec 20 développeurs. On essaie plutôt de faire des équipes assez compactes, assez petites, qui soient plus pilotables et plus agiles. Parce que quand vous avez un plateau de 20 développeurs, vous êtes censé faire travailler de manière commune sur un projet, c'est très très compliqué, et vous avez 80% de chances qu'il y a 60% des gens là-dedans qui font rien ou qui ont une efficacité faible, voire nulle. C'est le terme, efficacité. Je pense que en réduisant les équipes et en étant plus concentré sur un faible nombre de personnes, un faible nombre de tâches, on a largement gagné en efficacité, en productivité. On est vraiment là-dedans. Quand tu commences à parler des équipes, on veut peut-être commencer du coup à parler un peu de la réalisation au quotidien, un petit peu comment ça se fait. Donc il y a tout ce côté un peu management, gestion du dev, gestion des équipes, ça se passe comment? Il y a effectivement toute cette partie gestion RH, le management des hommes, ça, c'est important. Il faut avoir une équipe qui soit qu'on arrive à fédérer, qu'on arrive il faut qu'on arrive à gérer toutes les énergies, diriger dans le même sens et faire en sorte que tout le monde adhère au projet, faire en sorte que tout le monde soit motivé, que tout le monde soit compétent, donc les gens soient également formés. Et puis très régulièrement faire des entretiens avec chacun, les uns les autres, vérifier qu'on a toujours le même alignement, qu'il n'y ait pas de point de blocage, etc. Dans les méthodes agiles, c'est un peu ce qu'on appelle le daily meeting, vérifier que tous les jours que tout le monde a bien en tête ce qu'il doit faire, qu'il n'y a pas de point de blocage, que tout le monde est aussi en courant de ce que fait ses collègues, parce que ça permet d'être plus efficace et de bien se coordonner. Et je rajouterai à ça qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on a pas mal évoqué, mais l'expressivité du code fait qu'aujourd'hui, on peut développer beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Mais ça sous-entend deux choses. C'est d'une, que la personne soit pleinement motivée, parce qu'en fait, aujourd'hui, s'il n'est pas pleinement motivé et pas pleinement dans le projet, son efficacité, elle sera nulle, voire la pire. Et de deux, il faut qu'il soit parfaitement en capacité technique de le faire. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées que par le passé. Par le passé, vous aviez, grosso modo, beaucoup moins de techno à maîtriser. On pouvait, je dis pas que c'était le cas, mais on pouvait plus facilement remplacer un développeur par un autre. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de changer un développeur sur un projet par un autre développeur sur un projet, parce que la stack technologique n'est pas tout à fait la même, parce qu'il n'y a pas cette phase de mise en projet où on peut cramer 15 jours pour le faire rentrer dedans. Il faut que ce soit très rapide, très efficace. Et du coup, ça ajoute une contrainte qui est un petit peu le pendant de la méthodologie agile sur les projets. Oui, effectivement, ça c'est... quand on parle de gestion de projet, c'est aussi la gestion des contraintes. Tu viens d'en citer quelques-unes. Donc, c'est vraiment prendre en compte
tous ces aspects, donc ces aspects technologiques, ces aspects de méthodologie, la partie planning, les attentes du client. Il peut aussi nous imposer un certain nombre de choix. Donc toutes ces contraintes vont entrer dans l'analyse qu'on peut faire et dans la solution qu'on va proposer et mettre en place. Pour revenir aussi sur la partie purement gestion de projet, ce qui va se passer au quotidien et de semaine en semaine au niveau du manager du projet, ça va être un principe relativement simple, c'est que quand on va démarrer le projet, il a envisagé ce qui pouvait se passer, il a envisagé comment est-ce qu'on pouvait arriver au résultat attendu par le client, et donc il s'est construit en fait une sorte de référentiel technique, méthodologique. Et le but du jeu, ça va être de très régulièrement, donc toutes les semaines par exemple, vérifier qu'on est toujours aligné sur ce référentiel. Vérifier que ce qui a été fait correspond bien à ce qui a été prévu. Et si jamais il y a des écarts, ce qu'on appelle des dérives, identifier les actions correctives qui vont pouvoir être mises en œuvre pour pouvoir rectifier le tir ou alors adapter la cible, puisque justement les méthodologies agiles permettent d'adapter finalement la production au fil de l'eau et en concertation avec le client. Et quand tu l'observes dans tes projets, il y a beaucoup, c'est régulier les ajustements qu'il y a à faire? On va dire que depuis qu'on a laissé la main aux clients sur la possibilité de faire des demandes de changement en cours de projet et de le faire de façon simple et rapide, c'est vraiment une clé comment dire ? Il l'utilise. Ah, il l'utilise. Cette possibilité, ils n'hésitent pas du tout à l'utiliser. Et quelque part, ça fait aussi partie de la méthode en tant que telle. On est dans une méthode qui permet le droit à l'erreur. Donc, s'il s'est trompé, il va pouvoir nous dire, maintenant, là, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut qu'on change cette méthode, il faut qu'on change cette présentation sur cette telle application, etc. Et on va pouvoir le prendre en compte sur l'itération suivante. Très, très simplement, c'est vraiment intégré, ça fait partie intégrante de la méthode. J'imagine qu'il doit y avoir un gros boulot de priorisation derrière, parce que si tu as je sais pas combien de nouvelles demandes qui arrivent à chaque fois. Exactement. Après, pour ceux qui connaissent un peu la façon de faire dans les méthodes agiles, c'est l'utilisation correcte d'une backlog, donc la liste de toutes les fonctionnalités, de toutes les tâches qui doivent être réalisées. Cette backlog, elle est priorisée. Donc après, c'est charge au client de savoir nous dire, cette priorité que j'avais établie au début du projet, c'est plus tout à fait la même, je vais la descendre. Je vais prioriser plutôt ce nouveau besoin parce que on se rend compte que c'est vraiment notre urgence du moment. Donc voilà, c'est toute cette mécanique qui te permet à chaque fois, d'itération en itération, de faire les bons choix et de créer tout de suite la valeur sur ce qui est le plus urgent et le plus critique pour le client. Et du coup, la communication client, elle se fait je sais pas, hebdomadaire, quotidienne, permanente. Encore une fois, dans des gros principes qui ont changé. Historiquement, on avait d'un côté, avec une barrière très très étanche, d'un côté les utilisateurs, de l'autre côté les informaticiens, de l'autre côté les concepteurs, etc. Et ces gens-là se parlaient que de temps en temps dans des organes bien déterminés. Et le moins possible. Et le moins possible, souvent, etc. Parce que chacun était dans son coin en pensant savoir exactement ce qu'il y avait à faire. Les nouvelles méthodes de management de projet ont complètement gommé ça et ont fait en sorte, effectivement, et c'est très particulier, c'est-à-dire d'avoir une équipe projet instantanée, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui travaille ensemble dans laquelle il y a un utilisateur, des informaticiens, etc. Et toute l'alchimie d'un bon directeur de projet, c'est d'arriver à faire travailler tout ce petit monde-là en parfaite autonomie et en parfaite harmonie. Qui n'ont pas forcément les mêmes codes. Ce qui n'est pas vraiment les mêmes codes et les mêmes attentes et les mêmes enjeux, etc. Mais la réussite de la méthode repose là-dessus. C'est-à-dire de bien comprendre et de bien travailler ensemble en permanence, au day-to-day, de pouvoir échanger sur le projet sans passer par des stacks très très précises de validation, etc. Donc oui, il y en a encore, il y a des jalons, mais on a fluidifié au maximum cette gestion des projets. On utilise des terminologies et comme des sprints ou d'autres termes très très propres à la méthode agile, mais c'est aussi ce qui nous permet de voir que on travaille ensemble pendant 15 jours pour atteindre un objectif très précis, ou 3 semaines pour avoir un objectif très précis. Après, les développeurs vont peut-être repartir sur autre chose, on va faire une constitution d'une équipe un peu différente, avec plus d'architectes, plus de développement, parce qu'on va être dans une phase du projet qui le nécessite. Et c'est ça qui est la grosse richesse de ce type de méthode, c'est cette flexibilité qui permet aussi d'avoir une organisation très malléable. Ouais, c'est ça, très malléable, très polymorphe, qui puisse s'adapter en permanence à la phase du projet, au moment où on en a besoin, et pouvoir continuer à dérouler par rapport à un objectif majeur de la tâche à réaliser. D'avancer. Du coup, ce qui implique, j'imagine, des recettes, des tests assez réguliers de la part des utilisateurs, donc faut réussir à impliquer. Comme tu le dis, Camille, ça nécessite
aussi des choses très importantes en termes de recettes, sauf qu'on l'a pas comme on l'avait avant. Avant, on faisait des développements pendant des semaines et des mois, puis après on livrait tout, on passait en recettes, il y avait une équipe de recetteurs qui venait, etc. Là, on est dans une démarche beaucoup plus itérative. On développe. Une fois que c'est développé, effectivement, on a des phases de recettes avec les utilisateurs, mais qui sont déjà intégrés dans le développement du projet. Donc, il n'y a pas de rupture dans la chaîne. On peut même, en fonction des tailles des projets, on peut même imaginer et faire travailler plusieurs équipes en parallèle en fonction des phases qu'on puisse avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'une phase est réalisée, on a déjà une autre équipe qui est en cours de développement et on arrive à tuiler comme ça pour gagner dans les plannings sur des projets qui commencent à C'est très souvent il y a un lot en développement et le lot d'avant est en tour de test. En fait, on glisse comme ça sur plusieurs lots. Et le suivant est en cours de conception. Et souvent, et voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est quand tout se passe bien. Quand on a assez d'équipes pour faire ça. Quand on a assez d'équipes, quand on a la maturité nécessaire chez les clients. Voilà, chez les clients, etc. Mais clairement, le but, c'est d'avoir cette notion d'équipe un peu étendue. On intègre beaucoup plus le client et ses compétences dans nos projets aujourd'hui. On va le faire intervenir directement pour nous donner beaucoup plus précisément les règles de gestion. Si on s'aperçoit en cours de développement qu'il nous manque des informations, on va le solliciter pour avoir ce détail. Si on a besoin de vérifier avec lui un certain nombre de comportements de l'application, on va lui demander de tester tout de suite avec nous pour vérifier que ça correspond bien à l'attendu. En fait, ça permet d'éviter pas mal de surprises, de pas du tout laisser en stand-by des sujets qui pourraient être structurants pour la suite du projet. Et donc, très clairement, on fait beaucoup plus intervenir le client et donc on sécurise l'atterrissage du projet par ces aspects-là. Ok. Et donc, je vois. Et pour tout ce qui est donc mise en production, tu fais donc, c'est des mises en production, plusieurs petites mises en production, ou ça va être là, c'est vrai qu'on est sur à la fin. On est sur une notion qui va dépendre des choix du client, clairement. Le fait de livrer de plus petits blocs, plus régulièrement, plus souvent, ça limite les risques, encore une fois, parce que tout simplement, on va avoir moins de choses à tester, ça va être plus rapide, on va être sur des sujets qui vont être mieux maîtrisés par les équipes et mieux maîtrisés par le client. Pour autant, faire à chaque fois des étapes de mise en production, ça peut être compliqué au niveau de l'organisation du client, donc c'est vraiment une discussion à avoir pour avoir le dispositif optimum à ce moment-là. Ça marche. Et on va peut-être moins en parler aujourd'hui parce que c'est pas trop le sujet, mais du coup, un projet informatique, c'est jamais fini. Donc, après les mises en production, généralement, ça continue. Complètement. On a des phases de maintenance qui peuvent être mises en œuvre. Très clairement, c'est un besoin qu'ont nos clients qui fait qu'ils vont souhaiter faire évoluer leur solution, qui vont souhaiter garantir leur fonctionnement dans la durée. Donc voilà, on a ces dispositifs de maintenance qui doivent être mis en place après une mise en production. Ce qui nécessite aussi, j'imagine, la gestion de la maintenance, du coup, pour le coup. Oui, c'est une gestion de projet qui est un peu différente parce qu'on va s'organiser autour d'un service plutôt que sur une production et une réalisation. On n'a pas les mêmes indicateurs à suivre, mais les questions qu'on se pose et la façon d'y répondre sont quelque part un peu les mêmes. On a toujours cette notion de gestion des risques. On va peut-être parler un petit peu des retours sur expérience. On va profiter que vous soyez là. Donc, si on a parlé de gestion de projet informatique aujourd'hui, c'est parce que c'est quand même une notion essentielle, pour réussir un projet. Si on en parle autant aujourd'hui, j'imagine que c'est parce qu'il y a eu des soucis par le passé en termes de par exemple en termes de délais qui n'étaient pas tenus ou choses comme ça qui ont amené à changer justement les choses. Je sais pas, Olivier, je te vois hocher la tête. Est-ce que t'as un exemple, par exemple, d'un projet qui a complètement pris la bâche? Des exemples. Alors, le problème, c'est que... Donne pas de nom. Non, voilà, des exemples de projets qui ont pris l'eau ou qui ont pris les bâches, je pourrais vous en donner plein. Encore une fois, je vous rappelle la définition de départ. C'est on se met d'accord sur un objectif et sur quelque chose à réaliser et on reste dans le planning, le budget et le temps. Donc, ça, c'est pas toujours le propre des projets informatiques. Rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils ont eu tous les projets livrés en temps et en heure dans le budget imparti. Non, le vrai sujet, c'est dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, dans les dérives qu'on a pu avoir ou les succès qu'on a pu avoir, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme élément de force en disant ça vaut mieux l'éviter, etc. Comme disait Bertrand, il y a un premier élément, c'est moi que je retiens de toutes ces méthodes. C'est que oui, l'intérêt des méthodes agiles, c'est qu'on peut bouger toujours les spécifications, les cibles, etc. On peut toujours tout bouger.
C'est vrai, mais on peut le faire que pas dans toutes les phases du projet. Il y a des moments où il faut aussi livrer des choses. Il y a des moments où il faut aussi stabiliser un petit peu les spécifications. Et je pense que combien de projets sont morts ou morts-nés à force d'avoir voulu bouger la cible et la trajectoire, et pour à la fin ne jamais rien livrer. Donc ça c'était le premier point. Deuxième sujet, et je trouve que là-dessus on n'est pas encore assez vigilant, c'est sur la partie, comme souvent quand on a fait du développement agile, au moins dans les premiers temps, on partait d'un concept que j'évoquais tout à l'heure en démarrant ce podcast, qui est on fait du jetable. Et il s'est avéré que les systèmes d'information aujourd'hui sont cafis d'applications qui s'étaient voulues comme jetables et qui ont été installées, qui marchent bien, qui sont en dur et qui sont, comment dirais-je, dans le système d'information et de temps en temps qu'on a du mal à faire évoluer. Mon message, c'est de dire, c'est pas parce qu'on fait du rapide et qu'on fait de l'itératif ou de l'agile qu'il faut minimiser le côté durabilité qu'on peut avoir sur la qualité de ce qu'on produit en termes de code et surtout en termes de documentation. Un des gros travers, on le vit de temps en temps nous en interne Axopen, qui est effectivement, on développe quelque chose de vite, on livre au client, on explique comment ça fonctionne, c'est super, ça marche, on le met en production et on s'en va. Ou on passe à autre chose. Les développeurs passent sur autre chose, les utilisateurs aussi, etc., etc. Et on se retrouve avec des pans de code dont plus personne ne sait comment ça fonctionne, comment ça s'architecture dans le système d'information global, etc. Et c'est vrai que on a besoin, et c'est très à la mode en ce moment, de se remettre dans une logique de dire je fais un développement qui va être durable dans le côté qui va durer longtemps dans notre système d'information. Et donc de donner l'ensemble des outils qui vont avec, de dire, à partir du moment où je livre du code, il a une qualité de code, il est documenté, il est écrit, on réexplique quelles sont les architectures qu'on a mis derrière et pourquoi on a fait ces choix-là à ce moment-là, etc., etc. Ça permet à des patrimoines entiers, parce que c'est ça aussi dont on parle, c'est qu'un projet ou un système d'information, c'est une suite ininterrompue de projets, de toute taille. Et donc, c'est une concaténation de toutes ces briques de projets qu'on aura mis les uns à côté des autres et qui doivent continuer à opérer et à pouvoir fonctionner ensemble. Et c'est ça le vrai sujet, c'est de dire, même si on les fait de manière agile et rapide, il faut qu'ils deviennent durables et qu'on puisse compter dessus dans les années à venir. Du coup, si on reprend un peu la définition, c'est quoi une bonne gestion de projet informatique pour vous? Donc pour toi, c'est quelque chose qui peut se tenir dans le temps? Qui peut se tenir dans le temps, qui est maîtrisé. Pour moi, une bonne gestion de projet informatique, c'est une gestion maîtrisée d'un projet. Je reprends l'exemple de l'architecture ou de la maison. C'est quand on vous a dit qu'on vous livrerait votre maison avec telle et telle fenêtre à tel endroit, la porte, le machin, etc., à tel moment, telle heure, dans tel budget, et qu'il n'y a pas de dérapage, vous êtes content, on vous dit que le chef de projet ou le chef de chantier c'est un super bonhomme. Dans les projets informatiques, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez défini les contours de ce que vous voulez faire, le coût que ça va représenter et à peu près à quel moment vous allez livrer, c'est ça la bonne gestion d'un projet informatique. Et oui, de toute façon, au milieu, il y aura des aléas. Oui, au milieu, il y aura des impondérables, des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas imaginées, etc. Mais là, l'intérêt d'un bon gestionnaire de projet, d'une bonne méthodologie de gestion de projet, c'est de gérer ces aléas, c'est de gérer ces impondérables pour amener à l'objectif final qui est la réalisation dans le temps et dans l'attendu. Bertrand, tu partages? Tout à fait. Totalement. On n'a pas du coup parlé du tout des outils pour faire cette gestion, etc. Vous utilisez beaucoup d'outils Par rapport aux méthodes agiles, encore une fois, elles ont permis aussi l'apparition de plein d'outillages. Parce qu'on en voit plein, un outil de gestion de projet de travail collaboratif, etc., de tableaux de bord, de management visuel, de plein de choses différentes. Tous ces outils-là, quelque part, ils se valent dans le sens où, dès lors qu'on sait correctement maîtriser un outil et qu'on sait correctement mettre en place une organisation autour pour obtenir des résultats, ça fonctionne. Maintenant, si on choisit un outil en pensant qu'il va répondre à toutes les questions et à toutes les problématiques d'un projet, c'est faux. En fait, il faut avoir la méthode et l'organisation qui va avec l'outil et inversement également. De toute façon, ça sert à rien d'avoir un outil si on ne l'utilise pas. C'est ça. Ou si on l'utilise mal ou qu'on espère qu'il va faire des choses de façon magique, alors qu'il n'y a jamais rien de magique dans l'informatique. Et quelque part, quel que soit l'outil qu'on va choisir,
il faut aussi comprendre que pour le gestionnaire, ça va nécessiter quand même un temps de monter en compétence. Il faut qu'il apprenne à le maîtriser correctement pour en tirer le meilleur. Et ensuite, voilà, il faut qu'il s'y tienne. La gestion de projet, c'est pas une action qu'on fait au lancement du projet. On a fait un beau planning et puis ça y est, c'est fini. Non, c'est pas du tout ça. C'est le suivi semaine après semaine des activités et de l'atteinte des objectifs. Et toi, il y a des outils que tu conseilles en particulier pour ce genre de choses ou... Ça va peut-être t'étonner, mais ce que je conseille sincèrement à tous les chefs de projet, tous les chargés de projet que j'ai formés, c'est de surtout utiliser les outils qu'ils maîtrisent et de s'appuyer sur un outil qu'ils maîtrisent. C'est vraiment l'essentiel pour réussir le projet. Je ne vais pas te préconiser d'utiliser tel ou tel outil. Si jamais c'est quelque chose que tu ne sais pas utiliser, tu vas juste te planter et ça ne servir à rien. Ok. Mais du coup, il n'y en a pas qui sont plus simples que... Non. Il y a plein d'outils, comme le disait Bertrand, il y a plein d'outils sur le marché. Il y a des outils de planification, des outils de suivi des tâches, des outils, etc. Des outils de travail qui permettent le travail collaboratif. En gros, c'est un mix de l'ensemble des différents outillages. Il y a largement ce qu'il faut sur le marché aujourd'hui en termes d'outils. Il y en a des très bons, etc. Moi, j'ai tendance toujours à dire, attention, en fonction de la taille du projet, de ce que vous voulez obtenir, prenez des outils les plus simples possibles. Sachez pourquoi vous les utilisez, et il n'y a pas d'outil magique qui fera le projet à votre place. Ça n'existe pas. D'accord ? Donc, les outils qui veulent tout faire en un seul, je ne suis pas tellement pour. Moi, je pense qu'il vaut mieux un bon outil de gestion de planification, un outil de gestion de toutes vos tâches, etc. Mais encore une fois, ce qu'on aperçoit avec tous les meilleurs, les grands directeurs de projet, les plus complexes qui ont l'habitude de faire des grands programmes, souvent c'est le bon vieux sens pratique et les outils les plus simples. Donc, Excel souvent est vachement est encore très utilisé. C'est le meilleur et le pire des outils. Souvent. Ça dépend ce que vous en faites. Après, il y a les outils de gestion de tickets, gestion de tâches qui sont utilisés avec GitLab, avec Jira, etc. Avec les méthodes agiles. Ils sont tous très bons. C'est l'utilisation qu'on en fait qui va faire la différence. Si vous aviez un conseil à donner à un futur gestionnaire de projet, vous lui diriez quoi ? De bien se poser les bonnes questions dès le début, de bien se rendre compte que plus le projet avance, moins on peut agir sur le résultat qu'on va obtenir au final. Et donc une bonne anticipation, une bonne préparation du projet, c'est vraiment l'essence d'une réussite du projet. La clé. Et Olivier ? Alors qu'est-ce que je lui conseillerais ? D'abord, avant tout, d'être pragmatique. Pragmatique. Parce que le maître mot. Le maître mot du sujet. Ça, c'est la première chose. 2, c'est lui le patron du projet. Donc c'est lui qui est comité vis-à-vis de tout le monde pour faire atterrir l'ensemble de l'équipe dans le temps et dans le tempo et d'accompagner le ballon derrière la ligne pour que ça marque. Et le dernier point, c'est que je connais pas un seul directeur de projet qui a réussi un projet tout seul. C'est une équipe. Donc le vrai talent, c'est de savoir emmener tout le monde, d'animer l'ensemble du dispositif et d'amener tout le monde effectivement à réaliser dans l'objectif qu'on s'est communément défini. Mais c'est pas le plus simple, c'est le plus compliqué et c'est ce qui demande un peu de... Comment tu disais, Arthur ? De cheveux blancs, c'est ça ? C'est pas moi, c'est Philippe. C'est pas ma faute. C'est pas moi. Pour conclure sur le sujet, vous pensez qu'aujourd'hui, donc on a vu un peu l'évolution de la gestion de projet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est quelque chose ça marche bien et ça va pas bouger, ou est-ce que c'est figé, ou est-ce que vous pensez que ça va encore évoluer ? Oui, c'est à jouer à la question. C'est surtout pas figé. C'est comme la gouvernance des entreprises. Si on disait la gouvernance des entreprises, ça n'a pas bougé depuis les temps modernes et voilà, ça n'a rien à voir aujourd'hui. La gestion de projet, c'est exactement la même chose. Ça va encore bouger en fonction. Pourquoi ? Parce que la techno bouge, parce que les attentes des entreprises bougent, parce que les attentes de nos clients bougent, que l'outillage va être pas le même, etc. Donc c'est forcément un sujet qu'on remet en permanence en discussion et en réflexion. Donc c'est justement ce qui en fait un job passionnant. C'est que, comme je disais, c'est une science absolument pas exacte, c'est très empirique, mais qui évolue, j'allais dire, en fonction des habitudes, des usages et de l'air du temps. Et je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre pour
pour amener à la bonne réalisation des projets. Les projets de demain sont pas encore définis et les modes de gouvernance et les modes de fonctionnement pour arriver à les amener à bon port sont pas non plus encore complètement arrêtés. Affaire à suivre. Est-ce qu'on a encore juste une question? Est-ce qu'on a des méthodes autres qu'Agile qui sont développées? Parce que on avait il y a 10-20 ans en V, là on a Agile. Est-ce qu'on a des choses qui arrivent? On a des nouvelles méthodologies qui sont en train d'arriver ou on est vraiment sur Agile ou V? En fait, il y a une chose à bien comprendre par rapport aux méthodes agiles, je vais bien le mettre au pluriel, c'est qu'en fait, il y en a quand même déjà un sacré paquet. Si tu délignes rien que les méthodes agiles en tant que telles, il y en a des dizaines. D'accord. Et aujourd'hui, ce qu'on fait sur les projets, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt des mix entre différentes solutions, différentes méthodes. On va mixer des outils, on va mixer des façons de faire pour obtenir finalement le résultat qui nous intéresse le plus à un instant donné. Donc, ce qui fait que j'imagine que dans les années qui viennent, on va encore continuer à faire des mix et peut-être qu'il y a des façons de faire qui vont apparaître et qui vont, de façon évidente, donner des résultats les plus probants. Donc, on va sûrement s'appuyer sur ces nouvelles façons de faire. Maintenant, dans la description des méthodologies, je pense qu'on sera quand même dans une méthode qu'on appellera agile dans l'absolu. Parce que la méthode agile est arrivée d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a dit « j'ai une nouvelle méthode, c'est révolutionnaire ». Ou ça s'est vraiment fait au fur et à mesure? C'est fait au fur et à mesure. Après, le business et le marché a fait son œuvre. Qui effectivement, quand tu disais, Arthur, il y a des concepts de méthodes agiles ou itératives, on peut appeler ça comme on veut, et des grands concepts qu'ont donné par le passé des gouvernances avec des cycles en V, etc. Aujourd'hui, tu as plein de déviances par rapport, il y a plein d'évolutions, il y a plein de ramifications des méthodes dites agiles. Voilà, donc est-ce que ces méthodes vont se rejoindre, se transformer, etc. Bah oui, après, c'est comme quand tu regardes, il y a quelques années en arrière, il y a une personne qui a dit, bah voilà, la méthode agile, les concepts, c'est ça, voilà comment ça doit se passer, le machin, etc. Et ça a dévié, heureusement que ça a dévié, parce que c'était aussi rigoriste, entre guillemets, à partir du moment où on dépose la méthode, que pouvait être une méthode avec un cycle en V. Donc, oui, ça a bougé, oui, ces méthodes-là évoluent. Après, les grands concepts, je pense, vont dévier, vont évoluer, mais au même titre que la gouvernance, comme j'en parlais tout à l'heure, comme la gouvernance des entreprises. Donc, aujourd'hui, on est sur cette tendance-là. Je pense que c'est des tendances de fond relativement durables, parce que c'est ce qui donne le meilleur rendu aujourd'hui, dans tout ce qui est agilité au sens large, pas la méthode agile, mais l'agilité au sens large dans des projets informatiques. C'est ce qui est attendu de toute façon. Voilà, c'est ce qui est attendu par nos clients, et j'allais dire, c'est ce qui donne aujourd'hui les meilleurs résultats. D'accord. De toute façon, la méthodologie suit les besoins des entreprises et des clients, au final. C'est plus un train en retard derrière ce que veulent les entreprises, ou on est sur... Oui, c'est-à-dire qu'il y a une attente de fond, qui est que je veux des projets informatiques plus vite, qui me coûtent moins cher, qui répondent plus vite aux attentes de mon métier. Ça, c'est l'attente de fond. Et par rapport à ça, on adapte les méthodologies des projets informatiques. Cette tendance de fond-là va rester. D'accord. Donc, oui, après, c'est les projets, nos méthodes, on va les faire évoluer en fonction aussi des organisations informatiques. On regarde les DSI de nos grands clients, il y a 10 ans en arrière, il y avait des dizaines de personnes qui faisaient du développement et de la conception. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est plus, les structurations des équipes informatiques sont plus les mêmes, etc., etc. Donc, la manière qu'on va avoir de travailler, la manière qu'ils ont de consommer des projets informatiques n'est pas non plus la même, quoi. D'accord. De toute façon, ils veulent toujours plus vite, moins cher et mieux. Ça reste, dans tous les cas, dans tous les domaines, pour moi, ça reste l'attente de fond. Plus vite, c'est sûr. Moins cher. Il faudra vraiment démontrer que les méthodes dites agiles coûtent moins cher que le reste, ce qui, à mon avis, n'est pas certifié ou pas garanti sur facture. Si on met en TCO, toujours avec toutes les composantes qu'on peut avoir en coût complet. Maintenant, ce qu'on voit surtout, c'est qu'effectivement, nos clients ont une réactivité de leur business telle, aujourd'hui, et de l'évolution de leur métier, qui nécessite des évolutions de leur système d'information qui soient beaucoup plus rapides qu'avant. Ils veulent optimiser la rapidité. Voilà. C'est à quelle vitesse je suis capable de mettre un nouveau produit sur le marché, à quelle vitesse je suis capable d'adapter une règle de gestion pour pouvoir prendre un nouvel usage, etc. etc. Donc ça, c'est la priorité. Et même dans cette notion de rapidité, il y a des petites subtilités qui apparaissent. Le client va vouloir une solution rapidement, mais aussi avoir... tout juste du premier coup. Enfin, la notion il faut taper juste du premier coup, c'est une notion qui apparaît aussi.
Parce qu'on peut livrer vite, mais si ça correspond pas exactement à ce qu'il fallait faire, ça ne marche pas. Donc, sécuriser cet aspect, j'y arrive du premier coup, c'est important. D'accord. Ça marche, donc ça n'a pas fini d'évoluer. Hein, c'est bon. Et c'est juste ce qui rend le métier intéressant. C'est ce qui est super intéressant. Bah, merci du coup à tous d'être intervenus sur le sujet. Avant de se quitter, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a un coup de cœur ou un coup de gueule à nous partager sur votre actu? Vous avez essayé un nouveau truc qui était cool? Coup de cœur, coup de gueule. Bertrand, tu veux nous parler d'Excel? Non, même pas. Excel, comme je disais, on peut faire plein de choses avec, mais c'est pas toujours utilisé à bon escient. Après, on cherche souvent à mettre en place un outil en pensant que ça va répondre à toutes les questions. Ça serait peut-être ça mon coup de gueule. C'est pas l'outil qui va répondre à toutes les questions. C'est un ensemble et il faut plutôt savoir ce qu'on souhaite faire et trouver la bonne réponse plutôt que de chercher à poser une solution sans avoir besoin. Très philosophique comme coup de gueule. Hein. C'est clair. Ça change de d'habitude. Ça change de d'habitude. Ça c'est nul. PHP c'est nul. C'est ça. Bon bah du coup merci à tous, Bertrand et Olivier, j'espère que ça vous a plu pour votre première, puis qu'on vous reverra bientôt autour de la table pour peut-être un autre sujet de gestion de projet. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci d'avoir participé, merci de nous avoir écoutés, et puis on se dit à tout bientôt. Salut. Salut. Au revoir.